Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est avec plaisir que nous vous retrouvons sur Matin Libre Télévision. Dans quelques jours, le Bénin va célébrer le 65e anniversaire de son accession à la souveraineté nationale et internationale, 65 ans d'indépendance. Quel bilan nous pouvons faire et quelles sont les perspectives, justement, surtout les perspectives économiques au regard de notre invité d'aujourd'hui. Et donc, nous allons faire le bilan ensemble, parler, décrypter quelques faits marquants de l'actualité également. Merci donc de nous rester fidèles, Dr Bertin Kaovi, qu'on ne présente plus. Notre invité d'aujourd'hui, il est acteur politique, vous le savez, membre du parti Bloc républicain et bien d'autres titres encore. Dr Bertin Kaovi, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Très bien. Je rends gloire à Dieu. Voilà. Il y a quelque chose qui a changé depuis la dernière fois qu'on s'est revu sur ce plateau? Bon, rien n'a changé. Comme dit Lavoisier, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. La dynamique Talon Continu, dont je suis l'humble coordonnateur national, sinon vous voulez général, porte à l'attention des populations que, quoique le président Patrice Talon ne veuille pas être candidat en 2026 parce que la Constitution l'en empêche et aussi parce que lui-même ne le voudrait pas, les populations à la base nous appellent de partout, insistent pour que nous le convainquions à être encore candidat. En fait, attendez. Vous le convainquez pour violer les tests de la République? Ben attendez, les tests sont ce qu'elles sont. C'est la volonté populaire qui fait les tests. Quand le peuple est réuni, ben, il n'y a même plus de parlement, il n'y a plus de tests. Je dis la volonté du peuple. Maintenant, quelle forme cela prendrait? Ça, c'est aux juristes d'en décider. Nous ne sommes pas juristes. J'émets et je dis à la face du monde ce que veulent les populations béninoises. Elles veulent. En fait, quand vous parlez de population béninoise, il y a certains qui peuvent ne pas se retrouver dedans. Mais c'est normal, non? C'est pas... Ben écoutez, tout le monde ne peut pas s'entendre. La démocratie, c'est 50 plus 0,0001. Donc je dis la majorité. La majorité silencieuse des Béninois dont je porte la voix me charge de dire au chef de l'État, Patrice Athanase Guillaume Talon, que ce sera une fuite de responsabilité s'il persistait à dire qu'il ne veut pas continuer au-delà de 2026. Et on vous dit pourquoi. Regardez, ça ne suffit pas. Hein. Ah, parce qu'il ne veut pas violer non, les je vous tests, le, non, je vous le dis encore. Non, je vous concède que ça ne suffit pas ce que je vais vous dire. Oui. Mais c'est l'avis des populations. Mais regardez, tout le pays est en chantier. Mais il laisse la tâche à qui? Moi qui... À son successeur. Bon, à son successeur. Il n'est pas le seul. Non, il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul fils du pays. Et s'il mourait demain, le Bénin va toujours être gouverné par quelqu'un. Voilà. Il se trouve qu'il est encore là. Et on ne change pas une équipe qui gagne. Donc c'est ce que veulent les populations. J'avais coutume à dire ici, si Talon n'est pas candidat, je veux l'être. Aujourd'hui, ça a changé. C'est Talon ou Talon. Pourtant, Dr Bertin Kaovi, pour ceux qui ne le savent peut-être pas, se prépare à la charge présidentielle depuis 1994. Aujourd'hui, vous y renoncez. Je n'ai pas renoncé. Il faut lire entre les lignes. Vous savez, à chaque fois quand quelqu'un a voulu être président, il n'a jamais été. Combien de fois Adrien Ngoué ne s'est pas préparé pour être président? L'a-t-il été? Non. Amoso Bruno, non. Et comment il s'appelle? Adjovi Sévérin, non. Ce sont toujours ceux qui se sont désintéressés du pouvoir que le pouvoir a choisi. Aussi, les populations m'ont dit, ce n'est pas un bon langage que de dire si ce n'est pas Talon, oh bien c'est moi. Autant Talon ne comprendra pas qu'on tient réellement à ce qu'il soit candidat. Donc cesse de parler de toi. Parlons d'abord de Talon. Maintenant, si la vie s'oppose réellement, s'oppose mordicus à ce que Talon soit candidat, la vie en décidera. Ça peut être vous, vous avez 40 ans, non? En tout cas, ça peut être un autre. En tout cas, les tests de la République s'opposent à ce que... Ça, je l'ai dit d'entrée de jeu. Les tests s'opposent à cela. Patrice Talon s'oppose à cela. Mais les populations du Nord et du Sud, de l'Est et de l'Ouest demandent à ce que Patrice Talon continue au-delà de 2026. Et le bon sens voudrait que tous les Béninois, à l'unisson, se joignent à moi. Et vous allez me permettre de lancer un appel solennel. Nous avons encore 30 secondes pour fermer cette brèche. Oui, vous m'accordez, vous avez déjà pris les 30 secondes. Alors je prends une minute.
J'ai vu à la télévision, au Palais de la République, des entrepreneurs trinquant avec le chef de l'État leur succès, leur réussite au Bénin. Je voudrais leur dire que nous allons les solliciter pour financer la campagne médiatique et publique qui doit montrer au chef de l'État que son peuple demande qu'il continue. Ce n'est pas juste qu'il gagne de l'argent ici sans investir dans la politique, sans investir dans le social. C'est aussi ça, une entreprise. Très bien. C'est important. Voilà, merci. En tout cas, le message est certainement passé. Docteur Bertin Kovi, revenons à nos moutons entre-temps égarés. C'est bien les 65 ans d'indépendance. Quand vous tournez votre regard dans le passé, que voyez-vous aujourd'hui? Alors, je voudrais déjà dire que nous sommes allés aux indépendances. C'est-à-dire, oui. Est-ce que nous sommes vraiment allés aux indépendances? Le drame des pays francophones, les indépendances ont été données à ceux qui ne la demandaient pas. Ce n'est pas la France qui a décidé de nous... Enfin, ce n'est pas nous qui avons décidé d'être indépendants en 60. C'est la France qui, ne pouvant pas supporter, ne faisant plus supporter les charges de la gestion de ces 14 colonies-là, a décidé de nous donner un simulacre d'indépendance. Et donc, une indépendance octroyée. Octroyée, oui, en réalité. Ceux qui la voulaient, on les a tués tous. Et ceux qui ne la voulaient pas, on leur a confié le pays. Voici des gens, des collabos du colon, qui ne luttaient pas du tout pour une indépendance. Et ceux qui luttaient étaient mis en prison, tués pour certains. Il faut voir l'histoire camerounaise. Et ce sont les collabos qu'on a appelés le lendemain, à 1 heure de temps, de 1 heure d'intervalle, il était soumis, et 1 heure de temps après, il était à la tête d'un État égal à la France, et il signe au nom de son pays en tant que nation souveraine. C'est le simulacre même d'indépendance que nous avons eu. Et ça nous suit jusqu'à aujourd'hui. La seule fois que nous avons failli être indépendants. Nous avons failli. Oui, oui. Parce que nous ne le sommes pas encore. La seule fois que nous avons failli être indépendants, ben c'est avec la Révolution. Et c'est seulement au moment du GMR, vous êtes trop jeune pour savoir, il faut poser la question à vos parents. Le GMR, gouvernement... Nous avons entendu l'histoire. Ah bon, ok, très bien. Alors voilà qui me réjouit. L'histoire permet aux jeunes de savoir ce qui s'est passé avant leur naissance. Le GMR, le gouvernement militaire révolutionnaire, oui. Durant 6 mois, durant les 6 mois du GMR, oui, le Bénin a vraiment été un pays indépendant. Mais après ça, nous sommes tombés encore dans les mêmes carcans. Voici un pays qui consomme ce qui vient d'ailleurs. Vous pouvez dire que vous êtes indépendant. Le poulet qu'on mange essentiellement vient d'ailleurs. L'huile qu'on mange vient d'ailleurs. Depuis quelques années, ça a été interdit désormais. Oh, c'est un souhait. On ne l'a pas encore atteint. Et je dirais ce souhait-là, il y a pas mal. Donc je dis, c'est au temps de la Révolution que le Bénin a voulu entrer, c'est-à-dire dans réellement l'indépendance. Avec le compton sur nous-mêmes. Bon, le compton d'abord sur nos propres forces, pas compton sur nous-mêmes. D'abord sur nos propres forces, parce que tout seul, on ne peut pas construire un pays. Il faut toujours les autres. Aussi, depuis 2016, le président Patrice Talon, à des moments donnés, a montré une velléité d'indépendance et de souveraineté. Mais bon, depuis un moment donné, moi, je veux être corvien. Je ne suis pas ici pour ça. Avant d'y aller, on va nous attacher un peu à la période révolutionnaire. Je sais que vous en êtes un peu nostalgique. Quels étaient les acquis qu'on devrait perpétuer ou qu'on devrait préserver aujourd'hui? L'école nouvelle. École nouvelle, discipline, travail. Moi, je suis un fruit de l'école nouvelle. Et même quand je me retrouve à l'étranger avec des Blancs, enfin ceux qui ont fait d'autres universités, je n'ai pas de complexe devant eux. L'école nouvelle avait quoi? Il y avait la morale, une matière qu'on appelait la morale. Et il y avait les activités champêtres. Ouais. Il y avait la coopérative. On formait l'enfant vraiment à la vie réelle. Les femmes ou bien certains hommes un peu efféminés, ça donnait à la couture ou bien, bon bref, à certaines activités. Ça c'est un. L'école nouvelle nous donnait l'amour de notre pays. Ce qui a manqué aujourd'hui. On ne programme plus le jeune Béninois à aimer le Bénin. Ces enfants-là vont vendre leur pays, le pays et partager l'argent. Ceux qu'on forme aujourd'hui, ce n'est pas leur faute. On ne leur donne pas l'amour du pays. On nous faisait faire des slogans dans les langues. À Béret,
On dit koulou koulou. Wani, don wani, masawene, wani. Voilà. Edio, Eozu, Afosogbe. Voilà. Il y avait de ces slogans. Attention, je ne dis pas que tout était rose au temps de la Révolution, hein, mais il y a eu des choses qu'on aurait dû garder, qu'on a jetées. L'amour de la patrie. Par exemple, les journées également de salubrité. Mais voilà, hein, voilà, j'oubliais. Oui, il y a eu beaucoup de choses. Et quand vous prenez même, regardez un peu le libéralisme que nous avons amené. Le libéralisme a tué presque les TP, ne sont même plus assez équipés, alors que au temps de la Révolution, les TP, hein, c'est des services qui étaient sous le ministère des Travaux publics, mais qui avaient de l'équipement pour aller faire sortir une piste, arranger une piste. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Le libéralisme fou va nous tuer depuis 1990. On a pourtant le génie militaire. Ah ben voilà, le génie militaire encore, qui était vraiment encensé, qui faisait beaucoup de choses au temps de la Révolution. Aujourd'hui, non, c'est une petite portion qu'on leur confie. Or, la discipline des militaires fait que les militaires travaillaient, ou plutôt travaillent mieux même que des entreprises privées. Il faut revenir à cela. Et il y avait le service militaire. Et quand tu as fini ton bac, on t'envoie enseigner durant 1 an. Et c'est ton amour que tu donnes à la patrie. Ça a permis à certains de connaître ceux qui sont du nord, les envoie au sud, ceux qui sont du sud, les envoie au nord. Il y a eu un brassage. Et il faut qu'on revienne, qu'on recherche là-haut Kérékou a réussi et beaucoup de choses. Il y a par exemple, il y avait un chant que j'aimais bien. Adonaton wemingbe bodo domina le gele sonon dolile nyonon dolile. Alors on faisait la promotion du chant. Mais aujourd'hui, certains, je ne crois que faire le chant, c'est parce qu'on a échoué sa vie. Non. Voilà. Et en thème, est-ce que en réalité, le peuple n'avait pas soif de liberté? C'est pourquoi trop tôt on a balayé du revers de main tout ce qui était quand même les atouts de cette période-là. Mais nous n'avons jamais été aussi libres au Bénin que sous la Révolution. Sérieusement? Ah oui. C'était un parti unique. C'était un parti unique. Ah bon, alors je n'avais pas l'âge de faire de la politique, mais on permettait quand même à chacun de s'exprimer, même dans nos écoles. Le Bénin n'a jamais été en réalité en démocratie, autant qu'en période révolutionnaire. Parce que, aujourd'hui, vous croyez que nous sommes en démocratie. Non, le Bénin n'est pas en démocratie. On est en quoi? On est en plutocratie. C'est-à-dire? C'est le régime où ce sont ceux qui ont l'argent qui prennent le pouvoir. Mais regardez notre Parlement. C'est fait de briques et de brocs. C'est fait de qui? De ceux qui peuvent financer une campagne. Allez dans un village. Allez dire, vous voulez faire... C'est le propre du Bénin, c'est le propre de toutes les démocraties. Alors, donc, ce ne sont pas des démocraties, ce sont des plutocraties. C'est le pouvoir, pas l'argent. Mais regardez les professeurs d'université, les professeurs de collège, ceux qui sont vraiment représentatifs, combien sont au Parlement? Combien, en fait? Même les premiers à prendre place dans les assemblées dans notre pays aujourd'hui, combien sont vraiment représentatifs ou bien à combien on peut donner sa fille en mariage? On n'est pas en démocratie, hein? On est en plutocratie. C'est le pouvoir de l'argent qui devient un pouvoir politique. Et c'est la corruption et la misère de nos peuples. Un peuple non instruit, un peuple corrompu, parfois parce qu'il faut un peu d'argent pour avoir de la vertu. Bon, est-ce qu'on va dire un peuple corrompu? Corrompu, oui. Ce sont les acteurs politiques qui sont non. C'est le peuple. Les acteurs politiques sont l'émanation du peuple. Il ne faut jamais faire la séparation acteurs politiques et peuple. En fait, ce sont les acteurs politiques qui corrompent le peuple. Non. Mais moi, j'ai nombreux qui trouvent que je suis un idiot. Parce que quand ils viennent me poser des problèmes et que je dis, je ne vais pas me mêler, je dis, ah mais non, avec tout ce que tu fais pour Talon, tout ce que tu fais pour la rupture, tout ce que tu fais pour le BR, tu peux demander pour ne pas te refuser ça. Mais quand tu deviens nommé dans ce pays-là, quand tu es nommé là, la famille vient, surtout quand tu es au fond là. Mais on vient te poser des problèmes que tu ne peux pas résoudre. Et quand tu dis non, on te chante ce chant-là. Et Yao profiter et qu'on a Vous connaissez beaucoup de chansons. Ah non, mais ça dit c'est les hymnes pour vous pousser à la corruption et vous irez à la criette. Et donc, 65 ans d'indépendance aujourd'hui, on doit être satisfait de quoi concrètement?
On doit être satisfait déjà de ce à quoi nous tendons après que l'expérience de la révolution ait pris fin brusquement, un peu dans l'anarchie, que le président Talon ait lancé au fait la renaissance du Bénin. Mais ce qui m'inquiète, c'est que lui-même, il devient un peu un papa gâteau, bien gâteux, et je ne vois pas la rigueur du début. Je ne la vois plus. Les Béninois, semble-t-il, n'ont plus trop peur du pouvoir Talon. Il y a encore 3 ans, Talon est le Gandimé. Est-ce qu'on devrait être peur? On devrait avoir peur? Oui. Pourquoi? Mais il faudrait, l'homme aussi est un animal, il faut le dresser. Il faudrait que nous... Ça ce serait un État policier. Alors il faut passer par là. Un État policier, on n'est plus en démocratie. Oui, mais il faut... je sais pas ce que vous dites. La démocratie que nous avons là, ça apparaît comme de l'anarchie. Il faut d'abord un État policier, que les populations soient formées, éduquées, avant maintenant de leur laisser la liberté de décider parce qu'ils ont pris des plis. Regardez aujourd'hui, je venais ici, quand des immédiats étaient tellement pressés qu'ils se sont cognés. Il leur manquait juste un peu de patience. L'incivisme que nous avons, et je disais à mon chauffeur, si on pouvait autoriser les policiers à commencer par leur mettre de la lanière au dos, je crois que la peur de la lanière va faire qu'ils vont commencer par préserver leur propre vie. Heureusement qu'il n'y a pas ça, parce que même à l'école, le châtiment corporel était... Ah voilà, chez moi, on va pas faire l'apologie. Chez moi, on va pas faire l'apologie du châtiment corporel à la télé. Vous permettez, on continue. Mais c'est pour ça que nos enfants... C'est pour ça que nos enfants appellent le prénom de leur papa, maintenant de leur grand-papa. On reviendra certainement dans une autre émission, on parle des 65 ans d'indépendance. Voilà. Oui. Oui, justement, on devrait être satisfait de quoi? Mais c'est ce que je vous dis. Je dis on devrait être satisfait de l'expérience qu'on a commencée en 2016. L'autorité de l'État a commencé par être régénérée. Parce que de 60 à 63, Manga avait essayé de construire un État, de rien du tout. Parce que c'était une colonie qui subitement devient un État. Alors tout le monde a gardé les mêmes habitudes, on l'a congédié. Et après ça, le Bénin a été l'enfant malade des coups d'État, comme on a dit, jusqu'à 72. 72 à 89, la révolution a essayé jusqu'à ce que même ils soient tombés sur la tête. On commençait par créer des entreprises, même sans fonds de roulement, sans capitaux, etc. Ça a échoué. Parce que le slogan a pris le dessus. Et pourquoi le slogan a pris le dessus? Les civils ont été associés aux militaires au pouvoir. Quand les militaires insuffler leur rigueur à l'État, je crois qu'on n'a pas eu trop de problèmes. Mais quand on a mis les civils qui étaient des idéologues creux, qui ne comprenaient pas souvent grand-chose de ceux dont ils parlaient, on a vu la faillite de l'État. Aussi, la révolution n'a pas échoué seulement parce que les gars ont mal géré. Il y a eu des apatrides béninois qui sont allés à l'étranger, empêcher leur pays d'avoir des fonds pour que la révolution puisse échouer. Il y a eu aussi ça. Les Béninois ont pu, j'allais oublier même, les Béninois ont pu même lever des mercenaires pour venir tuer d'autres Béninois afin de prendre le pouvoir à Kérékou. Et cette histoire du 16 janvier 1977. Alors, donc, voilà, tout ça aussi, ça participe au bilan. Mais je dis, nous avons commencé réellement par construire une nation qui peut se développer à partir de 2016. Mais 2007 n'a été possible que, il faut rendre justice à Yahi Boni, qui a essayé quand même de 2006 à 2016, enfin à 2015. Yahi n'a pas démérité, à part que Yahi voulait satisfaire la chèvre et le chou, ce qui a fait qu'il lui a manqué de rigueur à certains égards. Sinon, tout ce qu'on a de 2016 à aujourd'hui, c'est d'abord de la gouvernance de Yahi que le président Talon a tiré le son et s'est dit on ne peut pas faire comme lui. Ce modèle-là n'est pas un modèle bon pour notre pays. C'est pourquoi, peuple béninois, on ne peut pas ramener LD au pouvoir. Vous amenez ceux-là au pouvoir, là, ce serait la catastrophe. On n'en est pas là, Bertin Corby. Je sais que vous profitez toujours pour pouvoir justement lancer des pics pas la LD. Lancer des pics aux adversaires politiques. Et quand il y aura l'offre politique, on en parlera. Maintenant,
Les perspectives. Après 65 ans d'indépendance, quel devrait être notre processus pour justement l'économie, une bonne santé économique du Bénin, des perspectives heureuses? Alors, je vais me répéter ici. Le Bénin ne va jamais se développer. Le développement, ce n'est pas seulement les infrastructures. Les infrastructures, c'est un début. On en a besoin, oui. Embellir l'environnement, c'est aussi utile. Mais ça ne suffit pas. Il faudrait qu'on ait de l'eau potable un peu partout. Heureusement que nous sommes déjà à plus de 80%, c'est déjà un début. Mais tant qu'il reste à faire, c'est que rien n'est fait. Donc, il faut que l'État travaille à fournir de l'eau potable. C'est-à-dire les villages où on n'a pas de système de distribution d'eau directe, et on a au moins d'adduction d'eau, bien de forage. Aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, avec le solaire, on peut faire monter l'eau automatiquement. Il faut de l'eau dans chaque village. Je vois des images qui nous interpellent, qui nous insultent même, où nos parents encore sont au bord de marigots avec de l'eau jaunâtre ou bien saumâtre. Ce n'est pas une bonne image. L'eau. Il faudrait que l'eau pour tous. L'électricité. Il faudrait, parce que nombreux confondent le développement de l'électricité seulement aux grandes villes. Il y a encore des villages qui ne sont pas raccordés. Il y a des villages même où, des zones où les raccorder à l'énergie de la SBE, au réseau de la SBE ne serait pas une bonne chose. Il faut faire de l'électrification rurale. Il faut en faire un principe. Donc, il faut développer l'électricité pour tous. C'est important. Il faudrait, ma foi, que l'éducation soit revue, notre éducation. Et c'est ça aussi un autre problème. On forme nos enfants à des filières où l'État ne demande jamais à recruter quiconque. Mais on est fier de dire j'ai un master en ceci, j'ai un master en cela. Il faut que l'enseignement général devienne, au fait, l'exception et que l'enseignement technique devienne la règle. On doit faire l'inverse de ce qu'on fait aujourd'hui. Et moi, est-ce que c'est plus facile de le faire, d'inverser la tendance comme ça? Oui, oui, c'est facile, c'est une question de volonté. Mais l'Allemagne est devenue la première industrie en Europe en formant des apprentis, à qui on donne des CAP, et ça leur permet de continuer le travail. J'aime pas parler de moi-même, mais enfin, il y a 2 garçons hier qui ont soutenu à l'université agricole de Kétou, mais qui ont fabriqué un matériel qui permet de ne plus déplumer la volaille à la main, mais on met dedans et en 30 secondes, en 1 heure de temps, on peut déplumer 120. On leur a posé la question. Vous voulez parler de la plumeuse rotative? Oui, mais on leur a demandé pourquoi, qu'est-ce que vous a poussé? Ils ont dit, mais le ministre et le président ont dit qu'ils veulent interdire l'importation de poulet. On est allé au marché Wando, on a vu que c'est à la main que nos mamans font cela et nous-mêmes, on a vu que c'est trop difficile. C'est pour ça qu'on a fabriqué cet appareil-là. Les jurys étaient émerveillés, moi aussi. Et il y a d'autres aussi, j'ai vu d'autres choses que d'autres aussi ont fait. Voilà un centre qu'il faut, où ça ne doit plus rester pour quelques privilégiés. Il faut fermer les histoires de on fait géographie. Vous n'allez pas dire ça. Géographie, bon. Non, on en a besoin, mais il faut. Mais ils sont tellement nombreux. Il n'y a pas d'infrastructure aujourd'hui sans études d'impact environnemental. Mais je n'ai pas dit non, mais ils sont tellement nombreux. Et même s'ils sont nombreux, on en a besoin. Vous savez combien, non, mais vous savez combien font les étudiants après leur maîtrise en géographie? Il y a tout de même quelque chose. Véritablement, pour vous, il faut inverser la tendance. Il faut changer le paradigme de l'éducation chez nous. Il faudrait que les enfants aient un métier. Et non seulement savoir bien parler français, connaître l'histoire les histoires de la Deuxième Guerre mondiale. Là. À quoi ça sert à un Béninois dont le grand-père n'a jamais déclenché une guerre mondiale? Ça participe à sa culture. À sa culture, il en fait quoi? Appeler un Américain, docteur en je ne sais quoi. Bon, prenons le président américain, qui ne sait pas que le Libéria, là, c'est un pays anglophone. Il reçoit son président, il dit, mais vous parlez un anglais soutenu. Où avez-vous étudié? Il dit, mais au Libéria. Il dit, ah bon? Parce qu'il ne sait pas que c'est un pays anglophone. Et qu'est-ce qu'il en a à faire, lui? Qu'est-ce que ça lui rapporte, lui, de savoir que le Libéria est un pays anglophone? Mais nous, on connaît tous des États-Unis.
Il faudrait qu'on forme nos enfants à ce qui leur est utile. Et donc l'éducation. L'éducation doit tenir compte de ce... C'est-à-dire, si on veut former des enfants, il faut les former à l'universel, je suis d'accord, mais il faut surtout les former à pouvoir se servir de leur environnement pour gagner leur vie. Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui est dans une forêt, il va faire une formation de pêche. Il a son parchemin, il est le premier, il a son filet. Ben, il fait la pêche où? Et quelqu'un qui est à Gambier, on lui apprend la chasse. Ben, il veut aller faire la chasse où? Il est au milieu de l'eau. Donc, la formation n'est pas en adéquation avec les opportunités du milieu où on est. Et c'est tout le drame africain. C'est pour ça que nos jeunes sont au chômage. Ils sont au chômage parce qu'on leur donne des notions qui ne leur sont pas utiles et on leur parle d'entrepreneuriat. Aussi, il faudrait que nous cessions d'importer à manger. Parce que c'est importer à manger qui crée le chômage chez nous. Nous importons à manger? Ah ben oui, le riz. Pour l'essentiel, ça vient de l'étranger. Bon. L'huile alimentaire, ça vient de l'étranger. Qu'est-ce que sont devenus nos mamans qui faisaient à Gonlemi, à Djami, Dassami, Dogomi et autres? Les bidons jaunes que vous voyez partout là, c'est de l'huile. Cela participe à l'indépendance du pays, vous voulez dire? Oui, il faudrait que nos mamans commencent encore par nous nourrir de l'huile que nos mamans produisaient. Il faut cesser d'importer l'huile frelatée d'ailleurs. D'ailleurs, quand le prix de l'huile est devenu cher... Vous savez qu'il y a... Bien évidemment, ce n'est pas des volontés qui manquent dans le pays, mais le financement est rare. Ce n'est pas le financement qui manque. Non, ce n'est pas le financement. Aucune banque ne financerait un entrepreneur agricole aujourd'hui dans le paradigme dans lequel nous sommes. L'État encourage l'importation de nourriture. Or, l'agriculture, c'est plus risqué que d'importer là où ce qu'on a déjà produit. Parce que même quand ça prend le bateau, là, il y a une assurance dessus. Alors les banques sont plus enclines à donner des crédits documentaires qu'à investir dans la production locale. Il faudrait que la volonté politique, et c'est ça qui manque. Et ça, chers compatriotes, alors que j'appelle, et vous m'avez demandé à lancer un appel solennel au chef de l'État, à ne pas partir, nous allons l'obliger à nous faire manger ce qui est produit ici et à interdire ce qui est produit ailleurs qui vient nous polluer l'environnement et le marché. Allez à Tokpa, allez à Tokpa. Allez dans une boutique à Tokpa, prenez chaque produit. Sur 100, difficilement vous verrez un seul produit made in Bénin. Pourtant, il y a un mois du consommation local au Bénin. Oui, mais ça c'est un slogan. Les Africains, c'est notre... sport national, ça c'est depuis 1975 qu'on a quand même parlé de révolution verte, et autosuffisance alimentaire. Les slogans, ça nous connaît. Je veux du concret. C'est pour cela, pour répondre finalement à votre question, aujourd'hui, il faudrait que le Bénin aménage et viabilise toutes nos terres agricoles qui sont en jachère. Même les terres que personne ne va utiliser encore aujourd'hui, il faut déjà les aménager et attendre. Il faut aménager nos terres agricoles. Il faut investir. En tout cas, moi, si j'étais président un jour, je ne sais pas quand, c'est pas là que je vais commencer. Je vais aménager toutes nos terres agricoles. Je vais investir dans ça. Et ça, nous allons l'imposer au président Patrice Talon, parce qu'on ne veut pas qu'il parte en 2026. Vous revenez toujours sur cette aspect. Ah non, ça là, c'est... On parle de l'éducation, mais ces dernières années, on a compris que effectivement, on a de bons résultats, mais franchement, par exemple, en termes de culture, en termes d'un certain nombre de choses, il y a énormément d'insuffisances qui sont notées par les acteurs de l'éducation. Vous savez pourquoi? Oui. Ben, on ne fait plus l'enfant qui a échoué. La sagesse vient avec la peur du gendarme. On ne les fait plus. Mais c'est celui qui a enlevé le châtiment corporel de l'éducation du noir, là. Eh bien, c'est lui qui a tué le niveau des enfants. Pas du tout. Parce qu'il y a des drames qui ont survenu. Mais quel drame? Non. Non, c'est pas. Non. Les abus, ça n'a rien à voir avec l'éducation. Vous savez, on a toujours eu des fous. Donc ça, c'est de la folie, ça. Mais la peur du parmatoire faisait que tu apprenais ta leçon. Ben, je sais de quoi je vous parle. Mon père enseignant,
Mais avec mon père... Ce n'est pas le même contexte. Ce n'est pas les mêmes enfants que nous avons aujourd'hui. Mais non, on a les mêmes enfants. Le nègre, le noir reste noir. L'enfant noir ne peut être éduqué qu'avec la chicotte. Ah, Et mes enfants le savent. bon. Et je demande aux parents, vous voulez que vos enfants réussissent? On va pas... Il faut être un dictateur à la maison. Pas du tout. Nous sommes sur une chaîne de télévision. Mais oui, mais je leur donne un conseil. Ce n'est pas... vous ne pouvez pas appeler à violer les textes. Je n'ai pas dit de frapper l'enfant, le tuer. Mais la peur du gendarme est le début de la sagesse. En tout cas... Et la peur du parmatoire à l'école amène l'enfant à bien apprendre. De toute façon, ils vont pas vous écouter parce que c'est interdit. Mais en fait, qui a interdit ça? Les perspectives, ce n'est pas ce qui nous rassemble, les perspectives économiques. Alors, nous avons commencé. Oui. Les perspectives économiques sont... Il faut encourager donc... il faut encourager les locaux. L'aménagement viabilisant de toutes nos terres agricoles. Parce que, au fait, toute l'économie, tout ce qu'on fait, tout Cotonou est beau, ceci est beau là, tout ça là, est basé sur la souffrance de celui qui a la daba au village. Vous ne vous en rendez pas compte. C'est lui qui nous permet d'avoir des devises. Sans devises, il n'y a rien, il n'y a pas d'économie. Donc, il faut leur faciliter la tâche. Il faut aménager, viabiliser les terres agricoles. Il faut les mettre à portée ou bien à disposition de ceux qui veulent produire. Il faut la mécanisation. Il faut une société, par exemple, d'équipement agricole. Et pas forcément si on apprend un peu l'appeler comme on veut, mais qui fait des labours aux gens. On n'a pas besoin de donner de tracteurs à chacun. Mais il faudrait qu'une unité ait des tracteurs où, quand le paysan en a besoin, il en a l'usufruit, c'est-à-dire l'utilisation. Et on lui fait son labour, on lui fait les travaux champêtres dont il a besoin avec le tracteur. Et il n'a pas besoin de payer aussitôt. Hein. On a un contrat avec lui où c'est sur la récolte qu'on prend un pourcentage, ou bien sur la récolte qu'on prélève ce qu'il doit. Ça va permettre de plus lancer notre agriculture. La base de notre développement, c'est l'économie fondamentale pour un développement à visage humain. Il n'y en a pas deux. Très bien. Est-ce que cela passe également? Vous savez, il y a beaucoup qui sont nostalgiques également de l'ONASA. Le pays, certains spécialistes vous disent qu'un État doit disposer des réserves. Par exemple, en cas de crise ou en cas de catastrophe. Alors, je vais prendre la Chine et après vous prendre les États-Unis. Oui. Tous les États ont forcément de réserves de nourriture, d'au moins 3 mois pour nourrir leur population. C'est une règle. L'ONASA, ici, on n'a pas besoin de l'appeler ONASA, mais on va devoir revenir à un système de sécurité alimentaire pour la nation. Sinon, c'est la catastrophe. C'est une mauvaise chose. Mais pourquoi l'ONASA a été supprimé? Parce que les gens n'ont jamais cherché à savoir pourquoi on l'a supprimé. Je peux vous dire ça. Oui. Il y avait des cadres qui volaient l'ONASA. C'est-à-dire, ils prennent... Je prends le stock de 2020. Ils prennent le stock de 2020 et quand qui a été acheté peut-être le kilo à 100 francs. Quand le kilo sur le marché est passé à 150, ils vendent à 150. Et vous savez que quand le truc vient à 150, c'est que la nouvelle récolte est en train de s'approcher. Ils prennent les 150 et ils prennent 100 francs ou bien 125 pour aller acheter la nouvelle récolte pour venir mettre à sa place. Conséquence, ils volaient l'État. L'ONASA avait été mal géré. Mais est-ce qu'il fallait fermer l'ONASA pour autant? C'est la question, parce qu'on pourrait peut-être mettre en place un mécanisme. Mais ça, c'est une question. Je ne suis pas bien placé pour répondre à ça, parce que je n'ai pas su pour qu'est-ce qui a poussé à choisir de fermer tout simplement. Mais je vous dis, on n'aura pas le choix que de revenir à un stock de sécurité. Aucune nation ne peut survivre sans cela. Parce que même ça permet de réguler les prix sur les marchés. Quand les prix deviennent trop chers, on sort, parce que la rareté fait que les prix deviennent chers. Oui. On sort les stocks de sécurité et ça permet au prix de s'équilibrer. Donc, oui, on peut ne pas l'appeler l'ONASA, hein, mais on va revenir à cela. Vous parlez de la Chine, il y a les États-Unis. Ben, oui, les États-Unis, tous les pays ont ça, ont des stocks de sécurité pour leur pays. Très bien. Et donc, on n'invente rien. Est-ce que les stocks concernent seulement les nourritures pour un État? Bon, alors, pour nos pays, déjà, nos besoins urgents, c'est la nourriture, l'huile, le grain, etc. Mais bon, sur d'autres cieux, il doit y avoir d'autres produits qu'ils gardent en réserve. Par exemple, le carburant.
les pays européens ont un stock de sécurité de carburant. Au cas où il y aurait de guerre quelque part, eh bien, ils sont sûrs d'utiliser leur stock de sécurité. Même les États-Unis ont des stocks de sécurité, de carburant. Et quand le prix du carburant monte, ils sortent leur stock de sécurité qu'ils mettent sur le marché et ça équilibre, ça fait baisser le prix. Donc, mais nous, on n'a pas ces moyens-là. Hein. On ne peut pas se permettre de faire des stocks de sécurité de carburant. On ne peut pas permettre. Oh, nous sommes des crèves-la-faim. Il faut reconnaître ces conditions. 35 prochaines années, dans les 35 prochaines années, ce sera le centenaire donc, de l'indépendance. Aujourd'hui, on parle de fête nationale. Vous en faites la différence? Bon, est-ce que c'est une fête nationale? Je ne sais pas. Il faudrait plutôt, c'est la commémoration du jour où le français a voulu bien nous blaguer en nous disant que nous sommes indépendants. Et bon, je sais, peut-être qu'il faut célébrer. Mais par contre, ceux qui devraient célébrer cette fête-là, et d'ailleurs ce sont eux qui célèbrent, c'est l'armée. Eux, ils ont retrouvé le sens du drapeau. Et quand on dit fête de l'indépendance, qui sont réellement ceux qui célèbrent? Ce sont les militaires. Nous, on les accompagne seulement, on est assis dans les gradins, on les regarde. Donc oui, j'encourage nos militaires à célébrer et je prie pour qu'il n'y ait plus jamais de soldats béninois qui tombent sous des balles d'assassins et de bandits et qu'on fasse le renseignement, qu'on fasse de l'anticipation, qu'on équipe notre armée avec des systèmes qui permettent de voir, d'anticiper les attaques terroristes parce que ça fait mal, ça me fait pleurer moi à chaque fois quand un seul Béninois tombe au front. Très bien. Il y a tout de même pour cette célébration donc, du 65e anniversaire de l'indépendance du Bénin, il y a cette annonce de l'invitation des troupes, par exemple, de l'AES, notamment 2 pays de l'AES qui sont concernés. Déjà, on connaît un peu le climat qui règne entre ces pays et notre pays, le Bénin. Qu'est-ce que cela vous dit comme réaction? Vous savez, nous aimons nous mentir nous-mêmes. C'est-à-dire? Celui qui a annoncé cette information, au point où vous en parliez ici, il a tout faux. Comment? Quand vous invitez quelqu'un, vous lui laissez la latitude de venir ou de ne pas venir. Ces effets d'annonce, c'est plutôt une très mauvaise communication. Parce que pour des raisons qui leur sont propres, même de bonne foi, ils peuvent ne pas venir de bonne foi. Mais tel que le Bénin semble vouloir leur mettre la pression pour montrer que ce sont eux les diables, nous on est les anges, on les invite, ne viennent pas. Mais vous les invitez, ils peuvent avoir d'autres chats à fouetter. Et ce sont des pays, si moi je déplore la mort de nos soldats, eux ils sont encore plus confrontés au terrorisme que nous autres. Ces soldats qui vont envoyer ici pour défiler là, peut-être qu'ils seront utiles sous d'autres, au front chez eux. Donc nous aurions dû... C'est-à-dire que vous les encouragez à ne pas envoyer? Je ne les encourage pas. Mais vous m'avez invité pour faire une analyse. Tout à fait. Je voudrais juste dire que ça a été une erreur que de l'annoncer déjà sur les plateaux de télévision. Et je crains qu'ils ne viennent même pas, tel que le Bénin, les médias béninois ont traité le sujet. Je ne les vois pas venir. Mais, mettons-nous à dire à Ozobillahi. S'ils venaient, quel serait l'impact entre donc les relations entre nos pays? Oh, j'en sais rien. C'est l'armée béninoise qui invite l'armée sœur de ces pays-là. Bon, je ne les vois pas, les armées, se déplacer sans l'accord des politiques. Exactement. Mais ceci étant dit, les politiques peuvent venir leur dire, bon, allez vous amuser entre collègues, mais il faudra plus que ça. En tout cas, pour le Niger, il faudra plus que ça pour convaincre le général Tiani qui a Patrice Talon dans la gorge. Ah oui, il faut lui mettre la main dans la gorge pour lui sortir l'amertume de Patrice Talon. Je ne sais pas. Ah, il n'arrive pas à en guérir. L'idée que le Bénin a dit qu'on allait le congédier après son coup d'État, juste là, il en a gardé dans, alors que le Bénin a montré toute sa bonne foi. Le Bénin a montré que c'était un principe, mais il n'y avait rien contre lui en tant que personne, parce que lui-même ne voudrait pas aujourd'hui qu'on encourage un coup d'État contre lui. Donc, il était normal que le Bénin ne supporta pas un coup d'État contre un président élu. Lui-même qui a fait un coup d'État, il ne voudra pas que nous soutenions un coup d'État contre lui.
Donc le Bénin était dans son rôle. Mais bon, nous avons un peu mal communiqué. Il lui appartient maintenant de guérir de cette situation et de savoir que le Bénin et le Niger sont deux pays frères et ce n'est pas une querelle Tiani, intuitive personnée, Patrice Talon, intuitive personnée. C'est le président du Niger, le président du Bénin. Et ils sont obligés à faire la paix, à travailler ensemble. Il faut que Tiani le comprenne. Talon l'a compris depuis et il a fait profil bas, je vous le concède. Très bien. 65 ans d'indépendance, quel enseignement pour la jeunesse béninoise? Ah, il faut apprendre à nos jeunes à aimer ce pays parce que ce sont même eux qui m'inquiètent. Heureusement que moi, Inch'Allah, je quitte mon corps le 8 décembre 2090, c'est-à-dire à 120 ans plus 30 jours. Donc, j'ai encore beaucoup d'années à faire avec eux. Mais ces jeunes, vous savez quand vous allez mourir? Non, je le souhaite et je le proclame. C'est un vœu. Et Dieu nous dit, demandez, vous sera donné. Il a aussi écrit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Proverbe 18, 21. Et dans Ésaïe 55, verset 11, il est dit, ma parole ne me revient pas, ça va accomplir son dessein. Et dans Matthieu 7, 7, il est dit, demandez, vous sera donné. Donc par la foi, je demande et je sais qu'il en sera ainsi, Inch'Allah. Maintenant, ceci étant dit, c'est pour ça que je dis, je vais rester longtemps avec eux pour les surveiller. Cette génération qui est là, n'aime pas le Bénin. Comment? Ben, la dernière fois, j'ai entendu qu'on a arrêté un jeune qui essayait de vendre la place de l'Amazon à quelqu'un. Vous ne trouvez pas ça extraordinaire? Ce n'est qu'une infime partie de la jeunesse. C'est un personnage. Ah non, non, au-delà de ça, il faut les écouter. TikTok et l'envie de devenir subitement riche fait que j'ai peur de cette jeunesse-là. Nous avons, à un certain égard, échoué en tant qu'homme politique, en tant que parent. Il faut resserrer l'éducation. Et pour y parvenir, c'est la chicotte à l'école. L'école des partis politiques, ça devrait servir justement à quand même enseigner la jeunesse sur les valeurs, sur ce que nous avons traversé durant ces 65 ans d'indépendance. Oh, les partis politiques prennent, passez-moi le mot, la racaille des parents. Vous voulez que les partis fassent quoi? Ah oui, vous avez une école. Oui, mais les écoles... Et vous recevez du financement. Combien? En fait, vous avez ça à la bouche comme un cure-dent. Vous avez du financement. Le financement, parlons-en, c'est combien? L'État finance les partis politiques. Oui, mais c'est bizarre. Même si c'est 5 francs, vous n'aviez pas le financement. Mais bon, alors je vais vous dire une chose. Quand moi, j'étais candidat là, quand moi, je faisais PRD, même en 2005 là, on avait plus de ressources en tant que parti financé par les sponsors et de moyens que ce que l'État fait aujourd'hui. Parce que même les sponsors qui devraient suivre l'État dans le financement des partis, on ça à la bouche, oh l'État vous donne de l'argent. Mais c'est combien en réalité? C'est combien? Le loyer, l'électricité, la communication des partis, vous savez combien ça coûte? Et les gens ne font pas, on ne fait pas la politique parce qu'on vous aime. La politique, c'est d'abord une question d'intérêt. Ceux qui sont malades, ils veulent que vous les souteniez. Ceux qui ont des problèmes particuliers, ils veulent que vous les souteniez. Vous savez ce que ça coûte d'être un homme politique? Et l'État est venu nous gâcher la vie. On donne l'argent aux partis politiques. Mais c'est combien que l'État donne? Que l'État gâche son argent et laisse les partis recourir au sponsoring, c'est encore mieux. Pourtant, vous réclamez de la mouvance. Et la mouvance, c'est la mouvance qui a initié. Quelle mouvance? La mouvance a initié les partis, oui. Mais combien? Le ministre des Finances, et dans tous les pays, un bon ministre des Finances, il doit être pingre. Romain Wada est un pingre par rapport aux partis politiques. Le président de la République, un bon gestionnaire, il est pingre par rapport aux partis politiques. Ah, l'eau, on n'a pas d'argent. Vous êtes là à nous chanter à l'oreille. Argent, argent, argent. Combien on donne? L'école des partis politiques. Mais on n'a pas assez d'argent pour faire ces histoires d'école. C'est aussi ça, école des partis politiques. Et si on amène des experts. C'est pourquoi vous n'enseignez pas tous les sur jours. Les valeurs, sur un c'est d'abord les parents qui doivent éduquer d'abord leurs enfants. L'éducation commence à la maison. Et les parents ont démissionné. Je vous ai dit, si on ne repart pas à la chicotte, au fessé à la maison là, et à l'école, notre société est foutue. Nous ne sommes pas des blancs. Ce n'est pas la panacée non plus. Ce n'est pas la panacée. Ok, nous sommes là. Vous allez vous rendre compte. Quand ils vont vendre le pays et se partager l'argent, vous allez comprendre. On parlait des enseignements attirés par la jeunesse pour les 65 ans d'indépendance. Mais il faudrait que les enfants sachent qu'ils n'ont que le Bénin. Il faut qu'ils comprennent que c'est seulement le travail et le travail bien fait grandit un homme. Il faudrait qu'ils sachent que il y a un temps pour toutes choses
sous le soleil. Vous avez vu comment j'aime bien laisser ma barbe aujourd'hui. Quand j'enlève ma barbe, d'aucuns croient que j'ai 40 ans et ils m'envient. Ah, mais toi, tu es chanceux, hein? Toi, ils ne savent pas qu'à leur âge, je vivais les mêmes situations qu'ils vivent aujourd'hui et qu'ils maudissent. Le 8 novembre prochain, moi, j'aurai 55 ans. Mais vous voyez des enfants qui, quand j'enlève la barbe, ils croient que j'ai 40 ans ou bien 35 ans. Moi, j'ai gardé un corps jeune, pas que je sois vieux, mais un corps juvénile, je vais dire, ben voilà, ils m'envient. Donc, je garde la barbe pour qu'ils sachent que je suis un vieux père. Donc oui, il faut apprendre à nos enfants là, à être patients. Tu vois un enfant de 30 ans, de 20 ans, de 22 ans, quand il te parle d'argent, mais tu as peur pour ses parents. Tu te dis, mais ce gars, ça va tuer ses parents pour hériter. Ils veulent être riches aujourd'hui. Mais regardez TikTok aujourd'hui, c'est cette histoire de, plus c'est loufoque, plus ça a de vues, et plus ça, TikTok les paye, ben, nos jeunes soeurs ne sont qu'en train de remuer les fesses sur TikTok. Il n'y a pas de contenu. Allez sur TikTok, mettez Africa. TikTok n'a retenu de l'Afrique que ça. Les fesses en bandoulière, comme des kalachnikovs. C'est ça qu'on veut laisser au monde. Donc, les enseignements... Les enseignements, on doit apprendre la morale à nos enfants, le travail bien fait, la patience. Il faut apprendre aussi aux enfants à rester patients par rapport à la sexualité. Et quelle est la responsabilité ou à qui incombe cette responsabilité? C'est à la société. Elle incombe d'abord aux psychologues, pédagogues, qui a cru que c'est une bonne chose que d'enlever le châtiment corporel des écoles. Vous revenez toujours. Ah ben oui, c'est important. Moi, je suis fils d'enseignant. Hein, et j'ai vu ce que par ma toit au mur, là, ça nous faisait trembler. Personne n'oubliait de bien réciter ses cours. Très bien. Voilà. OK. Donc, les enseignements à tirer, c'est de pouvoir quand même savoir qu'il y a des valeurs comme la patience. Pour les jeunes, c'est cela, votre message. Il n'y a pas que ça. Les jeunes doivent avoir le sens du travail bien fait. Ils doivent savoir qu'il faut de l'endurance. Ils doivent être patients, ne pas être pressés de réussir ou bien de gagner de l'argent. L'argent ne doit pas être une fin en soi. Il faudrait qu'ils comprennent qu'on peut réussir sans vie, sans être milliardaire. Il faut enfin que les enfants se battent pour préserver leur nom. Moi, il n'y a rien qui me tienne à cœur que le nom Kowi. Il faut préserver ce nom-là. Mais beaucoup, ça ne leur dit rien du tout. Donc, ça, c'est dit à ça. Il faut aussi que les adultes, parce que les enfants ne copient que chez les adultes, que les adultes donnent le bon exemple. Il ne faudrait pas qu'on veuille réussir en trichant. Il faudrait aussi que les parents ne fassent pas de leurs enfants leurs copains. Oh, mon enfant, mon garçon est mon ami, là, non. Et pourquoi? Ah non, ton enfant n'est pas ton ami. Il doit avoir une relation de subordination. Et je vous parle en psychologue. Là, c'est la sévérité, c'est là. Ah ben, c'est la sévérité. Les enfants vont vous fuir. Ah ben, il vaut mieux que vous... Moi, quand mes enfants me parlent, là, c'est les yeux baissés comme ça. On ne me regarde pas dans les yeux, on me parle. Bon, tout le monde ne peut pas... Il faut être comme ça. Tout le monde ne peut pas éduquer son enfant. Ben, il faut être comme ça. Oui, je vous dis pourquoi. Bon, mon garçon a soutenu hier, il a été deuxième de toutes les filières de l'université où il a où il a soutenu. Il est le premier de sa filière. 18,80 à la soutenance et 16,2 pour notre en 3 ans. Et il m'écrit, il était gaillard. Oh papa, j'ai été premier de ma filière et je suis deuxième de toutes les filières. Il lui a dit pourtant, il y a quelqu'un qui t'a dépassé, mon garçon. Alors ne viens pas me chanter tes hommages. Trouve-moi celui qui a été le premier de toutes les filières là. Je vais l'encourager, lui faire un cadeau. Il a dit, papa, j'ai compris, je vais m'améliorer. J'étais content dans mon cœur qu'il ait fait une bonne note, hein, mais je ne lui ai pas montré. Sinon, il va commencer par se prendre la grosse tête. Il faudrait que nos parents, tout en encourageant nos enfants, nous soyons un peu sévères envers eux, si on veut qu'ils réussissent de leur vie. Très bien, voilà. Docteur Bertin Kowi, on est au terme de nos discussions. Ça passe vite à être toujours avec vous. Votre mot de fin, surtout à quelques jours de la fête nationale du Bénin. Chers compatriotes, j'appelle tous les Béninois à commencer par faire des vidéos, des audios pour interpeller le chef de l'État, le président Patrice Talon, et lui dire que nous reconnaissons en lui des valeurs.
de démocrate, de respect de la Constitution. Mais ici, c'est la nation qui est en jeu. Et quoi que la Constitution l'empêche d'être candidat à nouveau, quoi que lui-même dise à qui veut l'entendre, il n'est pas candidat à nouveau et il travaille pour ne pas être candidat, nous lui demandons de l'être s'il a jamais aimé ce pays. Sinon, ce sera difficile. Nous avons toujours dit, oh, si ce n'est pas talent, c'est Kourouvi. Aujourd'hui, nous disons, si ce n'est pas talent, c'est talent. Très bien. En tout et cas, mettons ça en prière. Voilà. En tout cas, votre message est certainement passé, mais il y a la dictature des tests. Et voilà, très bien. Peut-être que votre message sera entendu. Allez, docteur Bettencourt-Vie, on va se retrouver très bientôt encore. Je vous remercie de l'ainsi honneur que vous me faites de m'inviter. Et je vous dis, j'ai pris cette tenue, pas pour des raisons religieuses, mais je voulais rappeler Yasser Arafat, et quelqu'un que j'aime bien et dont le combat m'a toujours inspiré. Se battre pour son pays. Très bien. Merci beaucoup à vous. Mesdames et messieurs, c'est fini pour nos discussions en ce qui concerne Matin de politique pour le compte de ce numéro. Merci donc de nous avoir suivis. On va se retrouver très bientôt sur Matin Libre Télévision. N'oubliez pas, vous êtes à même de pouvoir vous abonner à Matin Libre Télévision pour ne rien rater de nos contenus. À bientôt donc.